du biosourcé. Je suis Elsa Veldhuizen, coordinatrice de la SBL ELEA. Les rendez-vous du biosourcé sont des séances d'information en ligne d'une durée de 1h30 qui font la part belle aux éco-matériaux 100% naturels, recyclables et à haute performance énergétique, issus de la biomasse végétale ou animale. Nous vous invitons aujourd'hui à rester tranquillement assis derrière votre écran et à découvrir les avantages et les qualités de ces éco-matériaux ainsi que leur application à la construction. Notre invité spécial du jour, l'argile, et c'est avec Annette Mullender que nous allons tout apprendre sur ce fabuleux éco-matériau. Annette Mullender de chez Druide, qui travaille depuis 1993 avec l'argile Clétech. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots d'explication sur le mode d'emploi de la plateforme et le déroulé de cette séance d'information. 1 heure de présentation, 30 minutes de questions-réponses. Vous pouvez interagir en direct avec Annette grâce au chat. En effet, dans l'espace situé en bas à droite de votre écran, vous pouvez inscrire vos commentaires et vos questions. Annette sélectionnera certaines d'entre elles et y répondra à la fin de sa présentation. Annette vous proposera également de répondre à des mini-sondages afin de connaître votre avis sur la question. Les réponses s'afficheront sur votre écran sous forme de graphique et vous permettront de connaître l'avis de l'ensemble des participants. Alors, vous pouvez bouger la petite fenêtre où se trouve la tête du présentateur en cliquant dessus avec votre souris. Vous pouvez la déplacer sur votre écran. On vous conseille de la mettre en bas à droite pour avoir plus de visibilité lors de la présentation du webinaire. Vous pouvez également moduler le son, l'augmenter ou le diminuer lorsque les films vous sont présentés grâce au petit curseur situé en bas à gauche de votre écran. Voilà, j'ai assez parlé. Annette, c'est à toi. Je t'invite à nous rejoindre. Bonjour Annette. Bonjour. Voilà, je te laisse avec les participants. Bonne présentation, à tout à l'heure. Merci. Voilà, bonjour. Bienvenue alors à ma présentation pour les matériaux en argile. Elsa l'a déjà dit, je travaille depuis très longtemps, depuis 28 ans avec ces matériaux en argile. Notre société Druide, elle est à Wem, donc près de la frontière linguistique. Et vous allez entendre que j'ai quand même un accent assez fort germanique, donc ma langue maternelle, c'est l'allemand. Donc veuillez m'excuser quand je parle un petit peu bizarrement, mais bon, je fais de mon mieux pour que vous compreniez tous bien la présentation. Voilà. Donc, oui, on va directement commencer avec un petit film. Hein, parce que bon, parfois on est quand même assez stressé pour arriver à l'heure, à 11h maintenant tout pile à la présentation. Il y en a peut-être aussi qui vont encore nous rejoindre un peu plus tard. Alors je me suis dit, on va d'abord starter avec un truc un peu zen pour être bien dans votre peau. On va commencer un petit film bien dans la nature de là où l'argile provient. Alors ici, vous pouvez laisser bien le volume. Vous pouvez peut-être diminuer un petit peu si c'est trop fort, mais vous pouvez très bien laisser la musique. Je ne parlerai pas. Natürlich leben, natürlich wohnen mit Lehmbaustoffen von Claytech. Claytech, Tiefe erleben, Räume aus Lehm.
Voilà. Donc, oui, donc j'espère que ça vous a plu un petit peu parce que c'est vraiment un peu le but de la construction en terre. C'est vraiment reprendre les matériaux terre à l'intérieur de nos maisons. Parfois, on a vraiment un peu perdu le contact physique de toucher. Bon, ici, c'est digital aussi, donc on ne saura pas toucher non plus. Mais d'être vraiment les pieds sur terre, vraiment en contact avec la nature. Ici, donc, dans nos matériaux, donc c'est les enduits, les briques, les panneaux, on a vraiment, on essaie d'être le plus sain possible, c'est-à-dire on va toujours contrôler les terres, donc c'est pas n'importe quelle terre empoisonnée ou quoi, donc c'est vraiment une terre très, très bonne. Il y a la paille dedans aussi, c'est pour ça que vous avez vu dans le film aussi la paille. Même la paille provient de l'agriculture biologique, donc pas de pesticides là-dedans. Il y a du sable dedans et c'est déjà presque tout. Donc c'est vraiment un matériel qui nous est donné par la terre, voilà, et que les gens ont toujours utilisé depuis que les hommes sont sur Terre. Ils ont construit avec de l'argile et du bois, avec ce qu'ils ont trouvé, du roseau, avec ce qui les a entourés. Voilà, pourquoi utiliser l'argile aujourd'hui? Déjà parce que c'est écologique et sain. Écologique aussi parce que ça consomme très très peu d'énergie pour la fabrication. L'argile existe presque partout, donc il n'y a pas des transports très longs. Ça, parce qu'il n'y a pas de diffusion chimique dedans. Alors, deuxième point, ça c'est peut-être le plus connu, ce que vous connaissez aussi, c'est la régulation hygrométrique. C'est quoi? Donc, l'argile peut absorber d'humidité et la restituer peu à peu, comme ça, pour avoir un taux d'humidité plus ou moins constant dans la maison. Maintenant, on va voir évidemment si c'est juste 2 mm d'enduit, est-ce que ça a déjà un effet ou pas? Ou alors, est-ce que je dois vraiment faire des gros murs de, je sais pas moi, de 30 cm en argile? Ça, on va voir après. Mais régulation hygrométrique, c'est vraiment le point le plus positif en fait de l'argile. Neutralisation des odeurs, c'est aussi un peu moins connu. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de restaurants et d'hôtels qui utilisent ce matériel-là. On va en parler encore plus tard. Raison esthétique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des matériaux en argile, enfin des enduits argile sur le mur. Je trouve qu'ils sont simplement très beaux. C'est déjà la structure, les couleurs, c'est vraiment, on voit tout de suite que c'est autre chose, que c'est naturel, c'est très attrayant. Et pour ça, il y a aussi des architectes d'intérieur, par exemple, des architectes en général, qui aiment bien ce matériel parce qu'il est simplement beau, pas uniquement parce qu'il est écologique. Isolation acoustique. Donc évidemment, la terre en elle-même, elle est bien lourde. En combinaison avec d'autres matériaux, on peut créer des isolations acoustiques très très bonnes. Là, il y a aussi toutes les fiches techniques là-dessus, mais on en parlera moins aujourd'hui. Et puis, inertie thermique, ça c'est aussi un fait qui est très, très important. Par exemple, dans des nouvelles constructions en bois, parfois il y a un manque d'inertie. Qu'est-ce que c'est l'inertie? C'est l'accumulation de chaleur, c'est un stockage de chauffage pour le rendre par après. Et comme ça, vous savez peut-être aussi, enfin, on est en Afrique par exemple, hein, ils ont aussi la construction d'argile à la base parce que ça les protège contre la chaleur et la chaleur revient le soir parce que la nuit, il fait froid quand même aussi en Afrique. Donc peut-être les semaines passées, il faisait assez chaud, il faisait assez chaud partout. Donc là, vous avez peut-être un peu souffert de la chaleur. Avec les matériaux argile, on peut diminuer fortement cette impression-là et accumuler la chaleur pour l'utiliser plus tard. Voilà. Donc, je l'ai déjà dit, elle est belle, elle est tout. De toute façon, il y a quand même certains inconvénients, je reviendrai par après, parce que tout n'est pas rose, ici tout n'est pas brun. Donc, elle est respirante, je l'ai déjà dit. Ici, on voit encore une fois bien le bilan écologique.
Par exemple, pour les matériaux argile, en général, on a besoin de 5 kW seulement par mètre cube pour la fabrication. Pour le béton, on est déjà à 500 kW. Et vous l'avez peut-être déjà entendu, le béton, le ciment et ça a un grand apport en CO2. Donc, également pour les climats, c'est un tueur du climat, ce béton et ces matériaux-là, qui consomment beaucoup d'énergie et qui produisent beaucoup de CO2. Aluminium, oui, ça c'est vraiment un produit qui produit beaucoup enfin qui a besoin de beaucoup d'énergie. C'est juste un exemple. Il y en a évidemment d'autres, comme aussi les matériaux d'isolant. Là, jusqu'à présent, on n'a pas toujours vraiment bien pris en compte l'énergie grise pour la fabrication, uniquement l'énergie qui vont aider à épargner, à économiser par après quand ils sont utilisés. Mais certains isolants consomment aussi beaucoup d'énergie à leur fabrication. Durable et recyclable. Donc, si jamais vous achetez une vieille maison quelque part, vous grattez un peu au mur et alors vous verrez, ah tiens, il y a de la terre. Donc, ne jetez pas toujours tout parce que parfois on peut même le recycler, le réutiliser, c'est-à-dire si vous avez un genre de colombage par exemple avec un remplissage au torchis, donc ça c'est une argile historique avec de la paille, vous pouvez enlever ce qui ne tient plus, le remélanger avec de l'eau et le remettre dans le colombage. Donc, ne surtout pas jeter tout ce que vous trouvez. Et on voit aussi parfois en France, quand on va vers Lyon, des constructions en terre qui se dégradent, enfin des ruines comme ça. Et il y a déjà des arbres dessus, il y a des fleurs qui poussent dessus, c'est très beau à voir. Mais ici, donc, quand l'argile est bien protégée, évidemment, c'est pour rester très très longtemps. Il y a des maisons qui ont des centaines d'années en argile, enfin à l'intérieur, et qui sont toujours très 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 bien. Voilà. On continue parce que j'ai seulement 1 heure, donc il faudra quand même pas parler trop longtemps. Mais je viens déjà avec le premier sondage. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une question pour vous. Hein? J'ai déjà parlé de la régulation hygrométrique. Il y a un truc qui me... Oups. Voilà, donc maintenant on le voit. Je vais une fois vous lire la question. Pour ça, je vais scroller un peu plus bas. Combien de grammes d'eau est-ce qu'un enduit argile en 1,5 cm peut absorber sur 1 mètre carré, sachant que le plâtre, donc la même épaisseur, peut absorber 10 grammes. Donc le plâtre, quand même, il absorbe un petit rien. C'est quand même déjà mieux que rien. Mais combien est-ce que l'enduit argile peut absorber? Donc il y a 3 solutions possibles, soit 28 grammes, 68 grammes ou 110 grammes. Voilà, donc on va attendre un petit moment. Et si tout le monde a bien répondu, donc c'est vraiment anonyme, il ne faut pas croire qu'après on va dire « Oh, celui-là, il n'a pas fait la bonne réponse ». Non, non, on est vraiment entre nous ici. C'est anonyme et vous pouvez tous répondre. Voilà, je vais de nouveau un peu en haut. Donc il y a presque tout le monde qui a répondu. Il y en a encore 2 qui manquent. Voilà, donc combien de grammes? Sinon, oui, peut-être, je ne sais pas. C'est bon aussi. OK. Alors, on va un peu voir ce que ça donne. Julia, est-ce que tu peux nous montrer le résultat? En tout cas, je vois déjà un petit peu la tendance. Hein. Je vais déjà en parler. Dans 50%, ont voté pour 110 grammes, 20% pour 68 grammes et 10% pour 28 grammes. Oui, en fait, la bonne réponse, ce serait au milieu, c'est 68 grammes. Donc, c'est déjà presque 7 fois plus que le plâtre. C'est déjà beaucoup, beaucoup. Je suis très contente que vous avez même cru que ce serait plus parce que, voilà, donc l'argile a une très bonne réputation pour l'absorption hygrométrique, mais en fait, c'est 68 grammes. Donc, merci d'avoir un peu réfléchi sur la question, mais vous voyez que c'est quand même énorme
quand vous vous imaginez ça en réel, par mètre carré, ce que l'argile peut absorber. Ok, on revient à notre présentation. Voilà. Donc, où est-ce qu'on peut utiliser les argiles? Je vais faire mon écran un petit peu comme ça. Donc ici, vous voyez vraiment toutes les applications. On peut les utiliser évidemment pour faire des enduits. Hein, les enduits d'argile, c'est notre thème principal aujourd'hui. Soit le classique, l'enduit brun, ou alors en coloré. Donc c'est pas un pigment, c'est vraiment les terres qui ont cette couleur-là. En grosse couche, en fine couche, en rugueux, en lisse, dans toutes les formes que vous souhaitez. On va y arriver tantôt. Donc ça, c'est pour les enduits. Maintenant, pour l'inertie, on peut les utiliser sous forme de briques. Hein, les briques en terre crue, donc pas les terres cuites, mais la terre crue. La terre pisée, c'est une terre, enfin une argile qui est damée dans un coffrage et qui donne alors aussi déjà esthétiquement c'est très beau, mais c'est une grande masse comme ça à l'intérieur de la maison qui va d'une part accumuler la chaleur, mais aussi en même temps réguler l'humidité. À gauche, vous avez les cloisons sèches. Donc sur pas mal de panneaux, on peut appliquer très très facilement l'argile, mais il y a aussi des panneaux à base d'argile, hein, soit en argile pure, soit avec du roseau. Hein, donc c'est des panneaux bien lourds. Donc soit vraiment argile pure ou alors avec du roseau à l'intérieur. C'est un peu moins lourd. Donc ça, celui-là, il fait 30 kg par mètre carré. Ici, 17 kg par mètre carré. Ça donne déjà une certaine masse. On peut revenir, voilà. Donc attention parfois pour le poids. Mais en même temps, ça apporte donc de la masse d'argile et il faut seulement juste encore enduire en fine couche. À droite, vous avez plutôt tout ce qui est restauration de colombage, donc une construction de bois historique, mais on peut aussi s'imaginer de faire une ossature et de combiner l'argile à l'ossature à l'intérieur, c'est-à-dire remplir votre ossature avec des briques en terre crue pour amener justement de la masse et pour avoir une bonne régulation hygrométrique. Là, de nouveau, attention au poids, parce qu'il faut alors prévoir l'ossature en fonction du poids qui va venir dedans. On peut aussi coller des panneaux isolants dans de l'argile. Donc ça, on le voit ici derrière. Donc à ce moment-là, on fait une couche d'égalisation sur de la pierre, par exemple, sur des briques. Et on va coller directement un panneau isolant, comme la fibre de bois, comme le liège, comme le roseau, contre le support. Et on peut replafonner de l'intérieur. Comme ça, on peut se contenter à moins d'espace que de faire encore une ossature en plus avec un remplissage. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Et ça aide de gérer une condensation si jamais dans l'isolation, il y aurait une petite condensation. Donc à ce moment-là, l'argile va travailler comme une petite réserve, comme une petite éponge pour régler cette condensation et de l'évaporer vers l'intérieur. Voilà. Donc là, maintenant, il y a une grande gamme de produits. Je ne vais pas tout expliquer, mais vous voyez des briques, des panneaux, il y a des enduits, tout ça. Les Big Pack n'ont pas été sur la photo parce qu'ils étaient trop grands. Mais voilà, donc tout ça, ça existe aussi, les enduits en Big Pack, évidemment. Et voilà, donc il y a aussi tous les accessoires, c'est-à-dire les armatures, les profils et tout ça que vous auriez peut-être besoin pour ce faire. La régulation hygrométrique, encore une belle photo, je trouve, parce qu'on peut même faire des petits garde-manger comme ça. C'est pas un frigo, mais c'est un garde-manger. Par exemple, pour le pain. Le pain ne doit pas être trop humide ni trop sec. Donc ici, ce serait parfait parce que les briques en terre crue vont toujours régler l'humidité. Et c'est la même chose un petit peu à l'intérieur de notre maison. Donc le taux hygrométrique, vous le savez, c'est plus ou moins à 50%.
ni trop humide, ni trop sec. Maintenant, plus que vous avez de l'argile dans la maison, plus ce sera équilibré. Maintenant, si vous avez seulement peu d'argile, c'est équilibré en journée, mais évidemment, s'il fait sec pendant 3 semaines, votre argile sera sec aussi. Hein. Donc là, pour avoir une régulation à long terme, c'est plutôt avec tout ce qui est briques en terre crue, terre pisée, pour avoir un peu plus de masse. Pourquoi alors est-ce que cette terre peut stocker tellement d'humidité? Ici, vous voyez un petit peu deux sortes d'argile. Donc, pour dire aussi, l'argile n'est pas toujours l'argile, il y a différentes sortes. Il y en a qui peuvent absorber beaucoup plus d'humidité que d'autres. Donc, on va déjà prendre celle qui est le plus performant, celle de droite, qui est dans nos argiles brunes à haute quantité. Et là, l'argile est composée de très fines feuillets, des fins feuillets comme ça. Et si je mettrais maintenant pour 1 gramme tous les feuillets, la surface un à côté de l'autre, donc recto verso, vous arriverez à une surface, une superficie de 1000 mètres carrés par gramme. Donc c'est incroyable. 1000 mètres carrés, imaginez ça, je ne sais pas combien un stade de foot a déjà, je ne sais pas, mais voilà, c'est énorme. Et donc sur cette superficie, l'argile peut alors accrocher de l'humidité. Et cette argile-là, comme c'est très fin, elle a aussi une tendance à s'empiler, c'est-à-dire elle est très collante. C'est pour ça que les enduits de base, on doit quand même un tout petit peu les amaigrir avec du sable et de la paille. Sinon, on a trop de retrait parce que ça va trop coller et ça va. C'est comme en poterie, hein. Si on met alors des grosses couches, ça aurait tendance à fissurer et de se rétrécir. Voilà, donc l'autre argile, c'est une argile aussi très bien, mais vous voyez, par contre, là, la superficie est quand même moindre que celle de droite. Donc ici, j'espère que vous voyez bien sur votre écran. Donc c'est un diagramme pour montrer l'absorption de l'humidité. Donc là, on revient à notre question du sondage. Donc on voit ici sur 24 heures combien d'humidité l'argile peut absorber. Donc à gauche, là vous avez, ici je vais mettre avec la flèche, donc ici à gauche vous avez les grammes par mètre carré et ici c'est sur 24 heures, donc avec des pics et puis après ça va restituer doucement l'unité. Donc, tout en bas, oui, on l'a déjà dit, c'est le plâtre qui, s'il n'y a pas déjà 36 couches de latex dessus, peut quand même encore absorber quelques grammes, donc 10 grammes. La chaux, c'est déjà 2 fois mieux. Hein, on dit déjà, enfin de toute façon, la chaux, c'est un matériel qui est très très bien aussi pour certaines applications. Ici, point de vue humidité, c'est déjà 2 fois mieux. Mais l'argile, le grand gagnant, voilà, au-dessus, jusque presque 70 grammes. Donc, c'est vraiment beaucoup. Voilà. Donc, par exemple, dans une salle de bain, on pourrait s'imaginer, le matin, vous prenez, tout le monde prend la douche, 2-3 personnes, et après, vous fermez toutes les fenêtres parce que bon, il y a des cambrioleurs dehors, vous n'avez pas de ventilation contrôlée. Nous, on n'est de toute façon pas trop fans de ça, mais bon, voilà. Et alors, qu'est-ce qui va arriver? Si vous avez une salle de bain carrelée et le plafond, il est en latex et gyproc et tout ça, bah, l'humidité, elle est là, enfermée dans votre salle de bain, elle ne sait aller nulle part. Où est-ce qu'elle ira? Dans les joints alors de votre carrelage, et vous connaissez sûrement le problème, il y a alors des problèmes de moisissure. Par contre, si vous avez de l'argile, ça va d'abord être absorbé par l'argile. Et si vous avez, ici c'est du bois au plafond, mais on pourrait s'imaginer par exemple encore un plafond en panneau argile de 2 cm plus en enduit. À ce moment-là, vraiment, comme ça, l'argile va prendre l'humidité et tout doucement, par après, le restituer. Évidemment, il faut quand même aérer de temps en temps. Donc, quand vous revenez, vous pouvez quand même une fois ouvrir la fenêtre ou faire un échange d'air. Hein. Mais comme ça, au moins,
il n'y aura pas des problèmes de moisissure et de condensation sur vos carrelages. Parce que souvent aussi, les murs extérieurs sont un peu plus froides. S'il y a du carrelage dessus, ça va condenser justement à ce niveau-là. Voilà, donc dans une salle de bain, ça c'est une question qui revient à chaque fois. Oui, surtout dans une salle de bain, il faudrait utiliser de l'argile, sauf là où il y a des éclaboussures. Là, il faudra un peu protéger quand même l'argile contre toutes sortes de tâches. C'est-à-dire ici, ils sont vraiment bien, ils font très attention à leur salle de bain. Je vais vous montrer peut-être une autre. Ici, c'est un peu différent. Donc là, les gens avaient justement des problèmes d'humidité. Il y avait de la moisissure un peu partout. C'était vraiment un peu dégueulasse. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un nouveau plafond en panneau argile. On a laissé les carrelages qu'ils avaient, mais on a remplacé les meubles en plastique par des meubles en bois. Et de ce fait-là, maintenant, ils n'ont plus jamais, donc ça fait déjà 15 ans, cette salle de bain, ils n'ont plus de problème de moisissure nulle part. Par contre, ici, vous voyez, donc là où il y a les éclaboussures au-dessus de l'évier, là, ils ont quand même le miroir ou du carrelage. Donc, c'est quand même un bon plan, parce que si vous avez le savon et tout ça qui va aller contre votre mur en argile, l'argile ne va pas couler, hein, c'est pas, elle résiste bien, mais vous ne savez pas enlever les taches. Ce sera vraiment rentré dans l'argile et ça ne va plus sortir. Donc là où il y a vraiment un contact direct avec des produits comme ceci, il faudra faire autre chose. Comme là, on le voit aussi. Donc, théoriquement, il y avait de l'argile ici derrière l'évier, quoi. Et donc là, on a mis une petite vitre. Donc, on dirait que c'est encore l'argile qui est aussi sur d'autres places, donc la même couleur, mais on a quand même protégé l'argile contre les éclaboussures. Donc ça, c'était pour l'hygrométrie. Maintenant, l'inertie, donc la même chose, enfin pas la même chose, mais c'est un matériel donc, qui peut très bien accumuler la chaleur. Et avant que je l'oublie, je vais quand même vous le dire aussi, théoriquement, dans des bureaux, ce serait très bien aussi parce que il y a parfois plusieurs personnes avec plusieurs ordinateurs. Maintenant, bon, vous êtes peut-être en télétravail, donc vous êtes tout seul, mais quand même, il y a l'ordinateur qui a quand même pas mal de rayons. Si vous avez une surface dure avec un produit fermé, donc disons un plâtre avec du latex, l'acrylique, ça va encore réfléchir les rayons, donc ça va encore faire plus d'efforts embêtants, de rayons qui vont vous embêter. Par contre, si vous avez une surface un peu rugueuse, comme l'argile, un peu poreux, ça va casser les rayons, les rayons vont être soit absorbés, soit diffusés autrement et ne pas réfléchis. Donc ça, c'est un point en plus. L'inertie, donc ça, c'est pour avoir une accumulation de chaleur derrière un poêle. On l'avait vu dans le film tout au début. Hein. Il y avait aussi un monsieur là qui était dans son fauteuil devant un feu et derrière il y avait alors l'argile pour accumuler la chaleur. Donc soit par la terre pisée, soit par même des sols en argile, on peut très bien accumuler la chaleur. Là, c'est aussi un très beau mur qu'on a fait il y a une dizaine d'années, vraiment comme un poumon à l'intérieur de la maison. Donc, je répète, c'était dans un coffrage, c'est damier dans un coffrage avec les différentes teintes de l'argile. Et il y a même le poêle et tout ça qui est encastré dans l'argile de l'autre côté. Absorption des odeurs, je l'avais déjà dit au début. Un autre point vraiment très positif, donc ça veut dire dans une cuisine, vous n'allez pas avoir des odeurs comme le poisson par exemple, ça ne va pas puer maintenant à 3 semaines le poisson, au contraire, ça va être absorbé et restitué tellement doucement qu'on ne sent vraiment rien du tout. La même chose aussi dans les hôtels, hein, il y avait peut-être quelqu'un qui a dormi dans la chambre avant, bon, on aère comme on peut, mais ici,
l'odeur sera absorbée par l'argile et quand vous rentrez, c'est vraiment toujours une impression fraîche comme ça. Toujours quand les clients viennent chez nous, ils nous disent « Ah, chez vous, c'est vraiment une odeur agréable quand on rentre, c'est tout frais comme ça. » Donc ça, c'est aussi un aspect de l'argile, c'est tout frais. En été aussi, surtout. Voilà, un peu le même principe. En dessous, vous avez un plâtre ciment, donc il n'absorbe pas grand-chose. Et puis, ceux qui absorbent vraiment beaucoup, ici, les 3 derniers, c'est déjà de l'argile. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je vais un peu traduire ici la bulle. Donc, parce qu'avec les nouvelles techniques qu'on a maintenant, le PEB, tout ça, c'est très bien, mais parfois, ça devient un peu... on n'ose même plus ouvrir la fenêtre. Donc ici, le monsieur, il calcule, maintenant j'ai respiré 3700 fois, j'ai bouilli du thé, j'ai arrosé les fleurs, j'ai un peu éternué, j'ai encore fait, j'ai pleuré à cause des oignons. Donc, après mes calculs et après les fiches techniques, je peux ouvrir la fenêtre pour 4,3 minutes, mais seulement de 2,5 cm. Donc, parfois, ça devient vraiment aberrant. Donc, il faut rester dans quelque chose de naturel. Bien sûr, on va aérer. Bien sûr, quand vous avez des enfants et quelqu'un est malade, il a vomi dans le lit, vous devez ouvrir les fenêtres, quoi, hein. On a eu déjà des clients qui ont fait toutes les fenêtres en fixe, donc on ne peut plus les faire, les ouvrir parce qu'ils ont la VMC. Bon, c'est mon opinion personnelle, mais nous on essaye d'utiliser du low-tech, donc quelque chose qui réagit naturellement, sans électricité, sans être dépendant de toutes ces techniques-là, des filtres, tout le bazar. Simplement parce que les matériaux sont là, comme le bois, comme l'argile. Donc c'est vraiment revenir un peu à la source, un peu aux matériaux qui sont là, qui nous ont été donnés de toute façon. Voilà, je dois un peu me dire. Maintenant, on arrive aux enduits. Donc ça, c'est notre thème principal et ce qui est aussi le plus utilisé, évidemment, les dernières 25 ans qu'on travaille déjà avec ces matériaux. Vous voyez déjà un petit peu la structure qui est très belle, mais qui peut être aussi très lisse si on veut. Donc, on fait partie des normes, donc Nature Plus et même la DIN norme qui est important en Allemagne pour vraiment avoir tous les tests, tous les valeurs. Donc ça, c'est pour les architectes aussi très important. Vous pouvez vraiment avoir toutes les valeurs qui sont nécessaires et tous les tests. Alors, comment est-ce qu'on applique l'argile? Soit, évidemment, vous pouvez le faire vous-même chez vous avec un petit mélangeur, malaxeur. Maintenant, si vous avez les plus grands chantiers, parfois ce serait quand même intéressant de projeter l'argile avec une petite machine, comme vous voyez à droite. Donc, sur de la vieille brique, sur des pierres, sur du béton, on va y arriver avec tous les supports possibles. Le plus important, c'est l'accroche. Donc, toujours quand vous avez votre support, il faut un peu évaluer est-ce qu'il y a un support qui a une accroche, qui est rugueux, suffisamment rugueux. L'argile tient seulement mécaniquement, ce n'est pas un collage par réaction chimique comme le plâtre. Ici, il faut que ces petits feuillets d'argile se mettent bien, s'accrochent bien dans la structure. Donc ici à droite, évidemment, il n'y a pas de souci. On ne doit pas mettre de primaire ou quoi que ce soit, ça tient tout seul. Après, les techniques, évidemment, c'est comme des techniques de plafonnage classiques, tout à fait. On lisse, on revient avec la taloche éponge par la suite. Mais le grand avantage pour l'autoconstruction, c'est que vous avez beaucoup plus de temps. Donc l'argile va sécher plus lentement et vous n'êtes pas tellement stressé. Tous ceux qui ont déjà travaillé au plâtre le savent. Donc ça sèche dans la machine, dans le seau, sur la taloche, sur vous-même. Les mains sont terriblement cassées par après. Ici, c'est quand même un peu plus relax. Donc là, vous avez quand même nettement plus le temps.
Pour les plafonneurs professionnels, ça veut dire qu'ils doivent parfois revenir le lendemain. Donc, c'est un trajet en plus, ce qu'ils doivent prendre en considération. Alors, pour les supports, j'avais dit déjà un petit rien sur les supports, comment on peut voir ça. Allez, on peut évaluer les supports. Ici, j'ai ma deuxième question. Est-ce que je peux plafonner un enduit argile directement sur une plaque OSB? Donc, OSB, je suppose que tout le monde connaît, c'est les panneaux en bois comprimés, là, agglomérés. Donc, je scrolle vers le bas. Les réponses, très facile cette fois-ci, c'est oui ou non ou je ne sais pas. Je suis content quand même qu'il y en a aussi, qu'il y en a qui disent qu'ils ne savent pas, parce qu'alors je peux encore expliquer pas mal de choses. Oui, très bien. On est déjà un peu plus nombreux, je vois. Oui. Bon, réfléchissez tout simplement un petit peu. L'OSB, il est comment? Je m'imagine ma taloche avec mon argile. Est-ce que ça va tenir dessus ou pas? Ouais, je crois que c'est déjà assez clair maintenant. Donc, la plupart ne savent pas, c'est pour ça que je vais l'expliquer, mais la bonne réponse était non, en tout cas pour nous. Parce que je sais bien qu'il y a des clients qui le font quand même, mais ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Déjà, c'est un panneau avec des rainures et il est fixé, la plupart des cas, sur une structure bois. Donc, la structure bois, elle bouge déjà un petit peu légèrement. Et puis, vous avez un panneau rigide qui n'absorbe pas bien, qui ne va pas bien accrocher votre enduit. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? Quand votre panneau rigide va un petit peu vibrer, au début, ça va peut-être encore un peu tenir, mais à la longue, ça va quand même donner des tractions et ça va fissurer et ça va même tomber. Donc, il vaut mieux essayer de faire d'abord une accroche sur l'OSB. Comment est-ce que je peux faire? Nous, la plupart du temps, on agrafe des roseaux dessus. Donc, c'est des rouleaux de roseaux qu'on agrafe dessus pour faire tenir vraiment une grosse couche d'argile. Et là, donc, les roseaux font en même temps armature. Donc, les tiges vont relier les panneaux entre eux. Et même s'il y a vraiment une petite vibration, ça va être quand même bien tenu par les tiges de roseaux. Donc ça, c'est l'idéal. Maintenant, on peut aussi le faire avec le mortier d'adhérence d'argile, qui est avec un peu de cellulose, qui collera mieux, mais il reste quand même un peu le problème de la rigidité du panneau. Et donc, pour nous, pour faire aussi une plus grosse couche d'argile, pour avoir une meilleure régulation, c'est mieux de le préparer avec les roseaux. Donc, on peut le faire, mais on doit préparer la plaque à l'avance. Merci pour avoir répondu. Alors, on arrive aux autres supports. Je dois un peu me dépêcher. Voilà, donc l'armature, c'est bien ceci. Hein, c'est des filets d'armature qu'on intègre dans l'argile. En général, c'est toujours, donc on met de l'argile, on colle l'armature dedans et on remet de l'argile pour bien incorporer l'armature dans l'enduit, et ceci dans le dernier tiers de l'argile. Donc, le filet d'armature doit être un peu plus vers chez vous. Donc, quel support? Il faut voir pour l'accroche. Alors, on va un peu voir. Donc, sur des pierres naturelles, des briques, pas de souci. On peut d'abord faire une couche d'égalisation en enduit de base, qui à ce moment-là va peut-être un peu fissurer, donc il ne faut pas avoir peur, c'est normal. Pourquoi? Parce que vous avez les joints entre les briques qui font peut-être 2 cm, à d'autres endroits vous avez seulement un demi-centimètre. Forcément, avec le séchage, ça va sécher différemment et cette première couche va un peu fissurer. Pas de souci, c'est normal. Ce qui est important, c'est que la couche de finition ait la même épaisseur partout. Donc cette couche-là, par exemple, elle est en 1 cm ou même seulement un demi-centimètre, mais cette épaisseur-là devrait être quand même plus ou moins homogène.
Alors, on peut faire une couche intermédiaire et finir avec une couche très sophistiquée en 2 mm, colorée. Ou alors, on se dit, bah, moi j'aime bien le bras avec la paille, je le laisse comme ça, c'est très bien aussi. Ou alors, on met une peinture naturelle. Tout ce qui est bloc de béton, donc déjà des supports un peu plus lisses, bloc de béton Ytong, bloc de silicate, donc des choses comme ça. Il ne faut pas travailler en trop grosses couches. Donc, pas parce que j'ai dit, la régulation hygrométrique, c'est mieux de mettre plus d'argile, ça ne va pas sur tous les supports. Donc, c'est toujours à évaluer par rapport à votre support. Il y a des blocs de béton qui sont encore suffisamment rugueux. À ce moment-là, on n'a pas besoin de primaire, donc de couche d'accrochage. L'Ytong, en général aussi, il absorbe encore assez bien. Donc, on peut directement travailler avec de l'argile. Mais comment est-ce qu'on fait? On va gratter une première couche assez fine pour faire comme une sorte de transition. Hein. Donc, comme ça, l'argile peut déjà accrocher et prendre un petit peu. Et déjà directement après une demi-heure, donc vous avez déjà fait votre mur avec cette fine couche grattée, vous pouvez revenir avec l'épaisseur totale qui est alors plus ou moins maximum 1 cm. Maintenant, sur tout ce qui est bloc et tout ça, on voit parfois encore un petit peu le jeu des joints. Donc à ce moment-là, il faudra quand même encore mettre une petite fine couche de finition par après pour ne pas voir ce jeu de joints. Sur tout ce qui est plaques, donc là aussi, bien laisser se renseigner par nos revendeurs ou par nous. Par exemple, les plaques de Gyproc, ils sont un peu sensibles à l'humidité. Donc, si je mettais une toute grosse couche d'argile dessus, ils vont prendre trop d'humidité, ils vont gondoler et ils vont vraiment être... ils vont travailler de trop. Donc, sur tout ce qui est plaques de Gyproc ou Fermacell, travaillez, s'il vous plaît, avec des fines couches. Vraiment, avec une couche d'accrochage d'abord qui va déjà un petit peu protéger le panneau. Et puis vraiment faire des couches, juste 3 mm, pas plus. C'est pas besoin. Et comme ça, vous ne risquez rien au niveau du panneau. Mettez peut-être l'argile, la grosse masse ailleurs, mais pas sur ces panneaux-là. Ou alors, réfléchissez, est-ce que je peux peut-être remplacer une partie de ces panneaux-là par des plaques d'argile, par des panneaux d'argile. Donc, panneau roseau, évidemment, très bonne accroche, aussi sous forme de panneau de 5 cm, de 2 cm. Panneau Pavadentro, c'est juste un exemple, ça peut être du Steico, du Gutex, autre chose, donc les panneaux fibres de bois. Là, on travaille avec le mortier d'adhérence d'abord, et puis on fait une couche. Panneau OSB, donc entre parenthèses, mais c'est faisable, comme j'ai déjà expliqué. Et le panneau de liège aussi, un petit peu préparer la surface avec de l'argile un peu grattée et de ne pas faire une grosse couche en une fois. Surtout si c'est en pente. Hein, donc là, évidemment, c'est la physique. Plus j'ai de la masse, il y a quand même beaucoup d'eau dans l'argile. Donc c'est lourd, ça ne va pas sécher directement. Alors là, la croche doit être vraiment bien, au plafond évidemment encore plus. Ne travaillez pas en trop grosse couche, sinon vous risquez d'avoir l'argile qui vous tombera, le ciel vous tombera sur la tête, quoi. Ouais. Ok, donc pas surchargé. Il y a des enduits très fins, il y a qui sont très lisses, très beaux. Donc d'abord éponger et puis lisser. On peut appliquer l'argile très bien sur les murs chauffants, justement parce que parce que ça apporte beaucoup d'inertie pour accumuler la chaleur, et aussi parce que l'argile est un peu flexible, il n'est pas aussi rigide que la chaux ou le plâtre. Voilà, donc on fait une couche au-dessus des roseaux, des tuyaux plutôt, et par la suite, on intègre une armature sur toute la surface incorporée dans la deuxième couche.
peut avoir aussi des panneaux argile avec des tubes chauffants déjà intégrés, comme on voit ici. Hein, souvent dans les nouvelles constructions, on n'a même plus besoin de beaucoup de chauffage, donc ça suffit à basse température. Alors, hein, 35, 45, ça c'est justement de l'hôtel, j'avais déjà parlé. Et après, donc c'est beaucoup de bois, mais quand même ce mur-là en argile avec le mur chauffant. Et il y a même dans la petite salle de bain aussi de l'argile au plafond et au mur. Pas dans la douche. Donc on peut avoir soit l'argile brun, comme on a déjà vu, ou alors des argiles colorées dans les tons de terre, mais quand même encore assez brutes avec de la paille dedans. Ou alors, vraiment, les 151 de Yosima, c'est vraiment des enduits très très fins, mais de hyper qualité et super beau, parce que vous pouvez aussi mettre des structures dedans, du nacre par exemple, des herbes, des petits morceaux de paille. Donc vraiment un enduit de finition, c'est vraiment le finish très design que même donc les architectes adorent. Même ceux qui ne sont pas forcément écolos. Voilà. Et là-dessus, on va voir un petit film. Et là, je vous invite à régler votre son. Voilà, Julien qui travaille ici dans la technique, que je remercie beaucoup. Il nous met maintenant le film parce que moi, je serais incapable de gérer tout ça. Donc, c'est très bien. Voilà le film. Donc, si maintenant je vous montre, ici, il faut cliquer. Il faut régler votre son à 0, parce que sinon, vous avez tout le blabla en allemand et ça ne sert à rien. Donc, je vais vous expliquer ce que vous voyez. Donc, j'espère que tout le monde est là. Donc, vous avez éteint votre haut-parleur ici, en bas à gauche, et puis en avant. Yosima ist farbige Wandgestaltung mit Lehm und Ton. Das faszinierende Baumaterial Ton ist mehr als 40 Millionen Jahre alt. Diese besonderen Erden haben von Natur aus eine wunderbare Farbigkeit. Nach langer Recherche hat Claytech die schönsten Tone ausgewählt. Ihre Brillanz und die Farbtiefe sind von neuartiger Qualität. Wir verwenden weder Pigmente noch Farbstoffe. Der Ton ist die Farbe. Gleichzeitig ist er das Bindemittel der Yosima Lehm-Designputze. Wir zeigen Ihnen hier, wie Flächen vorbereitet und unsere farbigen Lehmputze verarbeitet werden. Der ideale Untergrund für Yosima Designputz ist ein dünner Auftrag aus feinem Lehmputz. Die Vorbereitung des Untergrundes trägt entscheidend zur Qualität der späteren Farbputzoberfläche bei. Der Untergrund muss eben, rissfrei und gleichmäßig saugend sein. Der dünne Lehmfeinputz lässt sich leicht verarbeiten. Ecken können scharfkantig mit Profilen oder abgerundet hergestellt werden. Für die Rundung bietet Claytech spezielle japanische Putzkellen an. So werden Kanten sauber und akkurat gezogen. Die Oberfläche wird eben und fein gerieben. Mit Claytech-Grundierung kann man Yosima Lehm-Designputz auf allen Untergründen einsetzen. Hier wird eine Wand aus Gipskartonplatten vorbereitet. Wichtig ist der satte und gleichmäßige Auftrag der Grundierung. Jetzt kann es losgehen. Die richtige Wassermenge wird eingefüllt, dann kommt Yosima. Der Mörtel wird mit dem Rührwerk sorgfältig durchgerührt. Ein 20 Kilo Eimer reicht für ca. 6 Quadratmeter. Nach dem Anmischen muss der Mörtel eine halbe Stunde ruhen. Danach wird er noch einmal gut durchgearbeitet. Angrenzende Flächen werden mit Klebeband geschützt. Es wird mit 2 mm Abstand angesetzt. Yosima wird in gleichmäßiger Dicke von ca. 2 mm aufgezogen. Ideal dazu geeignet sind japanische Glätter.
Der Auftrag mit der Maschine ist ebenfalls möglich. Wichtig ist, dass jeglicher Luftzug während der Verarbeitung und Trocknung vermieden wird. Im noch plastischen Mörtel werden Grate und Unebenheiten mit dem großen Flächenspachtel, dem Rakel, egalisiert. Wenn die Putzfläche vom nass glänzenden in den feucht-matten Zustand übergeht, erfolgt der erste Filzgang mit dem weichen Schwammbrett. Es wird trocken oder mit wenig Wasser gearbeitet. Für feinere Oberflächen kann dieser Arbeitsgang später ein- bis zweimal wiederholt werden. Nach der Trocknung wird die Fläche mit der weichen Bürste abgefegt. Die langfristige Abriebfestigkeit und Strapazierfähigkeit werden so entscheidend verbessert. Voilà, der Josima Lehm-Designputz ist fertig. Die Verarbeitung aller Josima Farbtöne ist annähernd gleich. Bei hellen Farben muss besonders auf sauberes Werkzeug geachtet werden. Sollen die Flächen abschließend geglättet werden, erfolgen alle Arbeitsschritte bis einschließlich dem ersten Filzgang, wie schon gezeigt. Ein besonders schönes Beispiel für geglättete Oberflächen ist das Columba-Museum in Köln von Peter Zumthor. Das Glätten erfolgt durch Verdichten der Flächen im zäh-ledrigem Zustand. Als Werkzeug geeignet sind wiederum japanische Glättkellen von Claytech. Geglättete, aber auch andere Flächen können nach der Trocknung mit dem Naturschwamm abgewischt werden. Wasser wird sparsam eingesetzt. Einige wenige Striche genügen. Wenn Sie genauere Verarbeitungshinweise nachlesen möchten, laden Sie unser Arbeitsblatt Josima 6.2 von unserer Website herunter. Josima bietet eine neuartige Farbfülle mit natürlichen Materialien. Die Vielfalt basiert auf 5 Grundfarben, die untereinander und mit Weiß gemischt werden. Die Klassikfarben sind edle Weiß- und graue Töne. Für Ihre ganz persönliche Raumgestaltung steht Ihnen so eine außergewöhnlich reichhaltige Palette von 140 Erdfarben zur Verfügung. Von leuchtend warmem Rot bis zum ruhig kühlen Jadegrün. 7 verschiedene pflanzliche und mineralische Zuschläge ermöglichen die unterschiedlichsten Oberflächenstrukturen. Fragen Sie den Claytech-Partner im Handel oder Handwerk in Ihrer Region. Voilà, donc on l'a dit, dans toutes les teintes. Il y a même une argile de lissage, c'est un petit peu comme le tas de lacte, si vous le connaissez. C'est hyper lisse, c'est ciré par après, donc comme ça on a cette patine qui vient au-dessus. Mais attention, c'est quand même pas du tas de lacte, donc ne mettez pas ça dans la douche et pas à l'extérieur. C'est uniquement décoratif, mais c'est pas étanche 100% à l'eau. Hein. C'est un peu plus étanche que l'argile normale, mais quand même pas à 100%. Oui, donc j'ai par exemple fait des très belles surfaces en brun. Maintenant, bon, le Josima, c'est quand même un budget en plus. Hein, il est quand même plus cher qu'une simple peinture. Donc, on peut très bien finir avec une peinture naturelle aussi. Donc ici, ce que vous voyez, c'est tous des peintures. Tantôt, on le voyait dans le film de Josima, c'était un peu triché, mais ce n'était pas du Josima, c'était une peinture. Donc, quelle peinture? Il faut que la peinture soit respirante, bien sûr, sinon on perd toutes les qualités de l'argile. Donc, mettez des peintures respirantes à base d'argile, évidemment. Claytech, ils ont aussi des peintures, 150 teintes. Des peintures à la chaux, des peintures à la caséine, des peintures silicates. Il y a d'autres marques qui sont très bien aussi, comme Galtan, comme Kreidezeit, comme d'autres marques, donc pas uniquement Claytech. Mais voilà, ça doit être une peinture naturelle. Avant de peindre, parfois il y a encore un tout petit peu de retrait de votre enduit par rapport aux ébrasements de porte, par exemple, parce qu'en séchant, il y a un tout petit peu de retrait. Ne mettez pas du silicone, parce que déjà le silicone ne tient pas trop bien avec l'argile, enfin à côté de l'argile, et la peinture naturelle par après va absorber différemment. Donc, vous pouvez finir ces petits, les raccords, je veux dire. Soit vous faites vraiment un accord net avec votre taloche coupée, comme ça en chanfreiné, ou alors vous faites vraiment
à fleur avec votre ébrasement à l'aide de cette argile de jointoyage qui se travaille comme un silicone mais qui ne l'est pas. Donc c'est de l'argile avec du liège et de la cellulose. C'est un peu flexible, donc ça reste un peu flexible par rapport aux ébrasements de porte. Quand vous claquez la porte, ça vibre toujours un petit peu. Et comme ça, vous faites une belle finition avant de mettre votre peinture. Donc voilà, peinture dans tous les teintes. On peut aussi avoir des peintures structurées. Ça, c'est parfois intéressant justement pour des panneaux fermacelles qu'on ne doit pas forcément enduire. Comme ça, on peut mettre une peinture structurée qui donne un effet argile et qui est une peinture tout à fait saine, qui n'a pas de diffusion chimique, mais qui a un petit touch de terre quand même, hein. Ou alors lisse, mais parfois mis à la brosse, ça donne un petit effet structuré. Ou alors, on peut évidemment aussi travailler au rouleau avec ces peintures naturelles. Voilà, avec le rouleau. Voilà, donc maintenant on a un petit peu regardé à la base, donc les enduits de base jusqu'à la finition, soit enduit coloré, soit peinture. Mais alors j'ai encore une petite question, un peu. Et alors quoi, qu'est-ce que je fais à l'extérieur? Donc là on fait le 3e sondage. Est-ce que vous êtes encore tous là, j'espère? La question c'est, est-ce que je peux plafonner une façade extérieure avec un enduit d'argile? Donc, je scrolle en bas. Qu'est-ce qui est possible comme réponse? Mais bien sûr, c'est très beau. Non, impossible. Ou alors, peut-être en mélangeant du ciment et un liant acrylique à l'enduit argile. Donc, je parle bien d'une façade extérieure exposée. Donc, il y a la pluie, la neige. Voilà. On peut voir ce qu'on dit. Ouais, déjà, presque tout le monde a répondu. Donc, les dernières, ils sont peut-être en train de chercher un café. Voilà, je vais déjà un peu regarder. Oui, enfin, ça c'est justement parce que c'est pas en présentiel, parce que si vous me connaissiez, vous n'aurez pas voté pour la 3e question. Parce que nous, évidemment, on n'est pas pour mélanger du ciment dans de l'argile. À ce moment-là, prenez plutôt un très bon enduit à la chaux ou à la silicate. C'est beaucoup mieux que d'essayer à tout prix de rendre étanche l'argile. L'argile, c'est pas un enduit étanche à l'eau. C'est respirant, c'est super, mais pour l'extérieur, c'est pas fait pour l'extérieur. Sauf si vous avez vraiment une toiture qui dépasse très fort, qui va protéger votre façade complètement. Là, oui. Mais effectivement, on cherche la misère si on essaie de rendre une argile qui est de sa nature, pas fait pour l'extérieur, étanche à l'eau. Donc, mettez autre chose, s'il vous plaît. C'est seulement chercher des problèmes. Et on n'est pas dans un climat qui le permettrait. Il y a des pays du Sud, peut-être aussi au Maroc par exemple, ils réparent toujours un petit peu leurs gros murs en terre pisée, donc pas de souci, ça marche. On a même chez nous un colombage extérieur avec de l'argile à l'extérieur qui résiste bien à l'eau, je dois vraiment le dire, mais ça va quand même toujours pomper de l'eau vers l'intérieur à travers votre support. Donc, c'est pas un bon plan. Voilà, donc seulement quand c'est vraiment protégé, là, vous pouvez l'utiliser. Et pour les colombages, on peut alors remplir les pans de colombage avec de l'argile, mais finir avec de la chaux. Voilà. Ok. Voilà, donc plutôt pour l'intérieur, mais là on peut même le mettre sur les portes, sur des portes coulissantes aussi, donc c'est très chouette. Et là on profite vraiment des qualités aussi de l'argile, parce qu'à l'extérieur finalement, à part que c'est un matériel qui consomme très peu d'énergie pour la fabrication,
je ne vois pas vraiment de choses positives pour l'extérieur. Donc, la chaux est beaucoup mieux. Oui, je regarde un peu l'heure. Il est pile midi, chez moi en tout cas. Je vais peut-être juste encore prolonger 5 minutes pour les panneaux argile, mais après, c'est à vous pour les questions. Hein. Je vous avais parlé des panneaux argile. Je vais vous montrer tout brièvement quelques exemples. Donc, pour la sous-toiture aussi, pour les murs, même sur des montants métalliques. Pour des plus grands projets, parfois, des entrepreneurs généraux, ils ne veulent pas du bois. Donc, bon, c'est quand même mieux de mettre alors un panneau argile avec des enduits argile que seulement des plaques de plâtre dessus. Voilà, donc sur du métal, ça va aussi. Sur les très grands projets, comme ici une école pour les professeurs de santé au Luxembourg, là, je suis super contente que pour l'intérieur, vraiment, ils ont vraiment bien choisi leurs matériaux. Tout est vraiment des matériaux sains et entre autres, alors les panneaux argile avec des enduits d'argile. Ça, c'est aussi une crèche. Et là, je trouve ça important de réfléchir. Qu'est-ce que je vais mettre dans une chambre d'enfant? Qu'est-ce que je vais mettre dans une école pour les tout petits qui vont quand même respirer tout? Donc là, je crois que ce serait vraiment une bonne idée pour tous ceux qui décident finalement de mettre des matériaux sains pour justement nos enfants et les tout petits. Et là, vous voyez, derrière, ils ont fait une bonne solution parce que, je vous avais dit, il y a quand même aussi des inconvénients de l'argile. Et ça, c'est justement qu'il n'est pas aussi dur. Donc, on ne peut pas avoir tout. Hein, donc, il est un peu poreux, l'argile. Elle est poreuse, voilà. Et pour cela, donc, si les élèves maintenant viennent avec leur mallette et tout ça, ça pourrait causer quand même un petit peu des coups à chaque fois dans l'enduit. Donc, ils ont mis simplement les étagères derrière pour protéger ça au niveau là où on touche. Et tout le reste est en argile et tous les plafonds sont en argile également. Ouais, c'est les panneaux, on en a déjà parlé. Quelques photos aussi de plafonds et de murs en argile. Des portes coulissantes. On peut faire même faire de la sculpture, donc c'est un beau relief. Et même dans une piscine, mais attention, ce n'est pas une piscine publique. Hein, donc là, je ne le ferai pas, mais ici, ça gère aussi l'humidité de cette pièce-là. Voilà, une belle combinaison avec du bois. Et voilà, comme dans le film au début, on reste bien les pieds sur terre et on utilise ce qui est ici sur terre sans de grosses trucs énergétiques. Et je suis très contente aussi. Il y a d'autres marques aussi, bien sûr, d'argile, pas uniquement la nôtre. Chez nous, je dirais la gamme est la plus complète, avec les fiches techniques les plus scientifiques. Mais il y a bien sûr aussi de la terre en Belgique aussi. Et de plus en plus, ça devient tout à fait normal d'utiliser de l'argile dans la construction. Et là, je suis très contente. Voilà, toujours un pas en avant. On va y arriver de construire quand même un peu plus sainement les prochaines années. Et voilà, évidemment, il faut mettre la main à la pâte. Et pour ça, vous pouvez, j'espère bien, suivre bientôt des formations pratiques, mais aussi peut-être juste acheter déjà un sac d'argile ou un seau pour le tester chez vous, parce que moi, je peux parler beaucoup de choses, mais il faut le sentir, il faut vraiment le mettre en œuvre pour voir que ce n'est pas si compliqué de ça. Tous nos partenaires vous aideront, les plafonneurs, on a toute une liste aussi de plafonneurs qui peuvent vous accompagner pendant votre chantier. Voilà, je suis à la fin. En vitesse, hein, vous avez senti, j'ai fait vite à la fin maintenant. Ben voilà, la partie théorique est finie et on vient maintenant à vos questions parce qu'il y en a sûrement encore. Et voilà, donc j'attends un petit peu vos questions. Donc, quel type de finition préconisez-vous pour les enduits dans une salle de bain pour éviter que les vêtements au porte-manteau ne prennent pas de la matière?
Donc, ok. Donc, il y a deux questions en fait. Donc, j'avais déjà dit pour la salle de bain, là où il y a des éclaboussures, il faudrait prévoir un autre matériel, c'est-à-dire soit votre miroir jusque là où il y a l'évier, soit de la mosaïque ou autre chose. Ou alors, vous pouvez aussi stabiliser l'enduit argile avec de la silicate de lithium. Donc, ce n'est pas nocif, c'est un produit naturel aussi, qui va durcir l'enduit, mais il va légèrement quand même modifier la teinte. C'est ça un petit peu le problème. Hein. Mais vraiment très peu. Et on pourrait aussi, à ces endroits-là, revenir en plus de cette silicate de lithium avec de la cire. Maintenant, je trouve quand même c'est mieux de le protéger autrement et laisser les autres enduits dans la salle de bain tels quels. Il ne faut pas les protéger. Là où il y a seulement de l'humidité, de la vapeur, il n'y a aucun souci pour laisser les enduits tels quels. Maintenant, pour la question si ça crée ou que ça sable, quand vous avez fini votre enduit argile, est-ce que c'est maintenant un enduit brun ou Yosima coloré? Il faut toujours une fois bien brosser avec une petite brosse souple là pour enlever toutes les sables qui sont encore au-dessus de votre enduit. Ça, parfois, les gens ne le font pas. Donc ça, c'est important. Et il ne faut pas travailler la surface trop tôt avec la taloche éponge parce que sinon, on va mettre l'argile, enfin, non, les sables plus à la surface. Donc ça, c'est plutôt une faute d'application à ce moment-là. Si votre support reste sableux, c'est plutôt une faute d'application ou alors une argile qui est trop sableuse. Donc il y a malheureusement quand même des marques concurrentes qui sont pas la même qualité que Claytech. Le seul souci qu'on a au niveau de l'argile blanche, là, je dois l'avouer, l'argile blanche Yosima, elle est quand même, elle a tendance à crayer, est-ce qu'on dit ça? Enfin, comme de la craie, justement, quand je frotte comme ça avec avec les vêtements, que ça peut s'enlever. À ce moment-là, oui, si c'est vraiment dans des zones où vous avez un peu des soucis à ce niveau-là, on a de la cire très liquide, enfin diluée à 90% avec de l'eau, mais en mettant ceci, donc ça ne va pas enlever le côté respirant. Avec ce traitement-là, cet effet de craie disparaît. Voilà, je viens à la prochaine question. S'il y en a. Peut-on facilement nettoyer un mur en argile? Oui, ça c'est toujours la question cruciale. Maintenant, je dois avouer, moi, déjà, quand je n'utilisais pas encore de l'argile, je ne commençais pas à vraiment nettoyer au savon, à l'eau, mes murs. Mais bon, évidemment, il y a parfois des taches qu'on veut enlever. Si c'est une mouche ou si c'est des taches comme ça, parce que, enfin, je ne sais pas, de la terre ou autre chose qui vient de l'extérieur, normalement, vous pouvez l'enlever en humidifiant, en épongeant légèrement. Mais tout ce qui est gras, donc tout ce qui va rentrer vraiment dans la surface, dans le support, ça, vous ne savez pas enlever, vous ne savez pas nettoyer. C'est pour ça que je dis, c'est important de prévoir autre chose. En cuisine aussi, par exemple, il y a des éclaboussures de graisse, parfois assez loin. Ça, une fois dans l'argile, ça pénètre, ça va vraiment rester dedans et vous ne savez plus l'enlever. Donc, soit remettre un petit peu de l'argile au-dessus pour cacher. Si vous avez... oui, ou enlever et remettre de la matière à ce moment-là. On sait toujours que réparer un enduit argile, c'est encore relativement facile. Hein. On peut humidifier la surface, remettre un peu de la matière. Même si en séchant, par exemple, vous avez une micro-fissure, hein, vous pouvez, avec une petite éponge, faire disparaître cette micro-fissure. Si c'est une fissure plus importante, à ce moment-là, il faut tamiser votre argile et mettre cette poudre très fine mélangée à l'eau et
rejointoyer alors la fissure. Maintenant, si c'est un support très lissé, alors on verra quand même peut-être un petit rien la réparation, tandis que si votre support un peu plus rugueux, plus épongé, plutôt à l'éponge, alors là, on ne voit vraiment pas la réparation, c'est très pratique. J'espère que j'ai répondu à la question. Voilà, peut-être la prochaine. Quel prix par mètre carré pour un enduit d'argile ou une plaque de base à mettre sur métal stud? Maintenant, évidemment, ça dépend fortement de votre support. Déjà, pour savoir quelle épaisseur vous allez mettre. Et pour la plaque, par exemple, le panneau argile, est-ce que vous prenez les 20 mm ou le 25 mm? Ici, pour les enduits, on peut dire que par centimètre d'enduit de base, ça vous coûtera plus ou moins 3 € en matériel maintenant, hein, pas la pose évidemment, mais pour le matériel, donc 3 mètres carrés, 3 € plus ou moins hors TVA. Par contre, un enduit coloré, hein, comme le Yosima dans le film, c'est 2 mm, et là, par mètre carré, ça commence avec 10 €. Si c'est plus avec une structure ou une couleur mélangée, donc ça c'est les couleurs de base, alors ça peut revenir plutôt à 12, 13, 14 € le mètre carré. C'est pour ça que parfois les gens préfèrent de peindre, parce que alors à ce moment-là, vous êtes à 1,50 € plus ou moins pour la peinture. Les panneaux argile, oui, encore un inconvénient, ils ne sont pas donnés. Ils sont quand même relativement chers, c'est dans les 25 € donc pour le 20 mm, 25 € hors TVA. C'est pour ça qu'on l'utilise là où c'est vraiment, où ça fait du sens. Par exemple, dans une salle de bain, quand le reste est souvent carrelé, dans une cuisine, ou alors dans une chambre à coucher pour les enfants, des choses comme ça. Voilà, donc c'est pas vraiment très bon marché, mais si on l'utilise là où il faut vraiment, enfin, où on a l'effet, c'est super bien. C'est notre meilleur produit en fait. Voilà, encore une question? Non, on peut vraiment très très bien laisser la couche de base avec les fibres visibles. C'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Et justement, on ne voit pas de taches, on ne voit rien. Pour l'entretien, parfois on peut passer avec la petite brosse de l'aspirateur dessus, hein, pour peut-être enlever des fils d'araignée ou des choses comme ça. Mais moi, j'adore la couche de base. On voit encore un peu des pierres aussi dedans. Il faut bien travailler pour qu'il n'y ait pas... Enfin, quand il y a un peu des fissures, vous pouvez très bien retravailler ces fissures-là pour les faire invisibles. Et pour faire ressortir la paille, justement, quand l'enduit est sec. Donc ça, c'est le secret. Évidemment, quand vous avez enduit et tout, avec l'éponge et tout bazar, il y a quand même toujours encore un lait d'argile qui restera sur vos pailles. Si vous aimez bien cet aspect paillé, ben, quand l'enduit est sec, vous revenez avec une éponge mouillée et vous nettoyez quasiment, vous nettoyez les fibres pour les faire encore plus visibles. Et moi, je trouve que c'est une très très belle finition. Il faut juste voir avec la lumière. Parfois, dans les rénovations, il n'y a pas assez de lumière pour laisser tous les murs en brun, mais sinon, c'est une très belle finition aussi. Voilà. Encore une question? Oui. Oui. Donc, c'est déjà un peu plus compliqué, mais il y a quand même des organisations. Donc, si je comprends bien, vous habitez au Sénégal et vous aimeriez bien organiser une formation là-bas, parce que c'est vrai que ça se perd de plus en plus, hein. Avant, tout le monde savait comment il faut enduire et tout ça, mais ça se perd un petit peu. Il y a des organisations comme le Dachverband Lehm en Allemagne, qui est international, qui a beaucoup de formateurs un peu partout. Et il y a aussi l'université de Grenoble, qui travaille beaucoup aussi en collaboration avec l'Afrique. Donc moi,
faites peut-être un petit mail ici aux organisateurs avec votre demande, et comme ça, je peux vous envoyer les adresses pratiques, les personnes qui peuvent alors organiser ceci. Donc, c'est bien faisable parce qu'il y a des projets là-bas aussi. Voilà, la prochaine question. Comment éviter les fissurations de l'argile au séchage? Donc, il y a différentes raisons. Maintenant, comme je vous avais dit au début, si l'épaisseur n'est pas homogène, ça peut se fissurer parce que ça va sécher différemment. Si dans les pierres, vous avez 2 cm d'argile, et sur la pierre, vous avez seulement un demi-centimètre, forcément, ça va fissurer. Donc là, dès que vous avez la même épaisseur partout, normalement, ça ne fissurera pas. Pour les fines couches, il faut faire attention. Là, il ne faut pas forcer le séchage. C'est-à-dire, si vous faites un enduit fin comme le Yosima en 2 mm, il faut vraiment laisser fermer toutes les fenêtres, les portes, pour qu'il n'y ait pas de courant d'air, pour que ça ne sèche pas trop vite. Parfois, ça peut être un séchage trop rapide. Surtout quand il fait chaud comme l'autre fois, là, ça va craquer parce que ça sèche trop vite. Par contre, s'il s'agit d'un enduit de base, que vous savez qu'il y aura de toute façon encore une finition qui va venir dessus, à ce moment-là, on peut forcer, on peut bien aérer pour justement que ça ne reste pas trop longtemps humide. Pour 1 cm, on peut compter 1 semaine. Hein. Mais si maintenant c'est dans une maison de vacances, par exemple, et vous le faites ça le week-end, après vous fermez toutes les portes et toutes les fenêtres. Pour des grosses couches, c'est pas bien parce que ça peut pas sécher convenablement et ça pourrait moisir. Donc, aération, c'est bien, mais pour des plus fines couches, pas trop vite, parce que sinon, ça risque de fissurer. Parfois, c'est aussi quand on ajoute trop d'eau. C'est aussi une question de mélange à ce moment-là. Bon, il y a encore d'autres raisons, mais voilà. Fissuration juste au coin, enfin, sur un joint, par exemple sur un panneau. Normalement, si on travaille sur des panneaux, il faut toujours mettre des armatures, toujours, parce que sinon, ça peut juste fissurer au niveau du joint. Donc, un panneau argile, par exemple, qui ne sera pas armé dans la première couche d'argile, peut donner une fissuration juste au joint. J'espère que j'ai déjà donné quelques idées pour les raisons et comment éviter. Donc, armature et avoir la bonne quantité en eau et avoir la même épaisseur partout. Ça, c'est le plus important. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, c'est justement ce que je disais. Sur des panneaux, si c'est de la fibre de bois, si c'est du liège, des panneaux roseaux, enfin, toujours quand c'est un panneau, il faut toujours mettre une armature dans toute la surface. Si vous avez des matériaux qui changent sur votre mur, par exemple, vous avez un vieux mur en briques, terre cuite, mais vous avez fait des réparations, vous avez fait des saignées pour l'électricité, vous avez réparé au plâtre, à ce moment-là, vous avez différents supports qui vont absorber différemment. Et à ce moment-là, quand vous travaillez sur un support qui est composé de différents matériaux, l'absorption ne sera pas homogène et là, il faudra aussi mettre une armature pour éviter la fissure. Sinon, si vous avez le même support en dessous, je ne sais pas moi, de la pierre naturelle partout, il ne faut pas d'armature. Ou le même itong en dessous, pas d'armature. Donc, il ne faut pas le mettre à chaque fois. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Oui, est-ce qu'il y a encore une question ou une question complémentaire? Ah, il n'y a plus de questions. Ok. Oui, très bien. Bah, de toute façon, c'est un thème quand même assez vaste. Donc, on peut encore parler pas mal de temps sur
tout ça. Donc, n'hésitez pas, quand vous voyez qu'il y a une formation pratique, de participer ou demander alors chez nous ou chez un de nos revendeurs des conseils. Et comme je disais, il y a aussi des fiches techniques pour tous ces matériaux-là. Alors, je laisse la parole à Elsa, qui est revenue et qui va faire le mot de finition. Voilà. Merci Annette, c'était hyper intéressant, très zen, ça fait un bien fou, franchement. Voilà, j'espère à tous que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie, que vous avez appris vraiment beaucoup de choses sur l'argile et que l'argile vous aura inspiré pour vos projets futurs. Voilà, vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire ainsi que de tous les autres qu'on a fait concernant les rendez-vous du biosourcé sur notre chaîne YouTube LEA et sur les chaînes YouTube de nos partenaires, sur notre site web LEA ainsi que les sites web de nos partenaires. Les adresses s'affichent actuellement sur votre écran. Pour l'instant, les rendez-vous du biosourcé, c'est fini, mais on a un calendrier qui se prépare. Donc, on va vous retrouver tout bientôt pour continuer cette fabuleuse aventure de ces écomatériaux. En attendant de vous retrouver très bientôt, on vous souhaite une excellente fin de semaine et un très, très beau week-end, on l'espère, sous le soleil. Bye bye. Au revoir, Annette. Au revoir.